Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ces rencontres des Gobelins qui sont exceptionnelles à plusieurs titres. Exceptionnelles d'abord pour l'événement, qui sont pour les Journées européennes des métiers d'art, exceptionnelles pour une exposition à la Galerie des Gobelins et une exposition exceptionnelle pour les intervenants qui sont avec nous ce soir. Donc c'est une formule un peu inhabituelle puisque on va avoir des discussions l'un après l'autre et un peu moins comme d'habitude des interventions plus monologues. Donc là c'est vraiment l'idée de créer un dialogue. Alors nous sommes là donc pour les Journées européennes des métiers d'art, mais plus particulièrement aussi pour l'exposition Matière à l'œuvre. Matière à l'œuvre, évidemment, un très beau titre qui fait rêver, et dans le sous-titre, il y a le mot rêver. C'est une exposition dont le commissariat est Henri Jobé-Duval, et avec une scénographie de Vincent Dupont-Rougier, et il faut le dire, et ça c'est mon côté sensible à la lumière de Maison Lumière de Simon Brogini, qui éclaire de façon très subtile les métiers d'art et en particulier les objets d'art dans cette exposition. Alors, cette exposition, on va y revenir, on va discuter, on va avoir des témoignages autour, mais c'est trois thèmes. D'abord une matière source et ressources, des matières hybrides et enfin des matières à rêver. L'importance de cette exposition, elle relève sur le sujet même qui est la question de la matière en fait. En effet, depuis 10 ans, une renaissance des métiers d'art, il y a eu plusieurs phases. La phase de la reconnaissance de la temporalité, la reconnaissance de la main, et depuis quelques années, et avec la crise sanitaire, on voit bien que la question de la matérialité et des sources de la matérialité est particulièrement importante. Donc on voit bien que repenser la matière, c'est repenser le réel, repenser la réalité d'un savoir-faire, la réalité d'outils, la réalité d'une œuvre d'art. Mais c'est aussi interroger la source des matériaux. Le sourcing, pour employer un mauvais anglicisme, est devenu essentiel. Encore une fois, la crise a du bon, je pense, c'est de se poser la question de où viennent les objets que je consomme, que je consume parfois, et que je porte ou que j'utilise. Et enfin, derrière cette question des matériaux, se pose un autre aspect important, c'est l'idée de territoire, l'idée de localité, où émergent ces matières premières. Alors, ça peut être du local, ça peut être du proche, ça peut être du lointain, mais dans tous les cas de figure, ça permet en tout cas de se repositionner dans son acte d'achat, dans son acte d'appropriation et dans son acte d'être, tout simplement. Alors ce soir, comme je disais, moment exceptionnel pour 4 intervenants que je vais présenter au fur et à mesure qu'ils interviendront, mais 4 personnalités, donc Luc Le Sénécal, Henri Jobé-Duval, Pierre Cortet et Florie Brusset. Alors, premier intervenant, Luc Le Sénécal, président de l'INMA, mais aussi et surtout peut-être président des Pulls Saint-James, très engagé dans la vie de la reconnaissance des métiers d'art et des savoir-faire, de la reconnaissance de la territorialité, aussi décoré de l'Ordre national de la Légion d'honneur lors de la crise sanitaire qui continue pour la fabrication de masques. Donc une vie engagée à la fois dans la production, mais aussi dans la reconnaissance de tout ce que signifie cette production. Alors une première question, pour vous, que représente ce moment des GEMA pour l'INMA en général ? Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis très honoré d'être invité et de participer un petit peu à ces échanges. Pour moi, les GEMA, je représente ce soir la présidence de l'INMA qui fédère à la fois les métiers d'art et les entreprises du patrimoine vivant. Et cette 15e édition des GEMA est un élément très important de communication. C'est un élément pour comprendre, mieux connaître la richesse des métiers d'art et des entreprises du patrimoine vivant, dont le point commun est le savoir-faire et l'excellence du savoir-faire. Pour des raisons sanitaires que tout le monde connaît, malheureusement, cette 15e édition sera principalement digitale, mais tout est bien organisé pour que tout le monde puisse découvrir, rencontrer à la fois des artisans d'art, des EPV, des écoles, et le point de démarrage, c'est cette fabuleuse exposition qui a lieu ici, au Gobelin,
dont on va en parler plus en détail, je pense, mais je l'ai vue, elle est magnifique. Le thème est la matière, mais on ne peut pas imaginer l'originalité de création avec tous ces métiers d'art, maîtres d'art, les EPV qui sont présentes également, c'est fantastique. Pour moi, c'est important, les GEMA, parce que dans notre mission, au sein de l'INEMA, c'est aussi la transmission. La transmission de ce savoir-faire, je rappelle que les métiers d'art et les entreprises du patrimoine vivant, c'est avant tout très français, c'est une richesse, c'est 60 000 métiers d'art, 1400 entreprises du patrimoine vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche principalement tous les métiers, et on le voit dans l'exposition, et également toutes les régions. Voilà. Et pour moi, l'attache au territoire et l'attache à la formation, qui dit formation dit transmission, donner envie d'exercer ces métiers. Voilà, c'est notre devoir à l'INEMA de mettre tous ces talents en lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que l'INEMA, nous avons 3 ministères de tutelle. Donc c'est un mélange de l'économie avec Bercy, nous avons un deuxième ministère qui est le ministère de la Culture. Donc on mélange la culture, la finance, c'est-à-dire pour nous l'entrepreneuriat, et puis bien sûr le ministère de l'Éducation nationale pour la partie formation, transmission. Voilà. Et je pense que l'exposition, on voit très bien, on voit aussi toutes les régions représentées, et c'est très bien ainsi. Voilà. Alors, vous l'avez évoqué, c'est une exposition à la fois exceptionnelle dans ce parce que l'on peut voir, mais aussi exceptionnelle parce qu'elle est en grande partie digitale jusqu'à nouvel ordre. On espère au mois de mai de pouvoir ouvrir. Mais pour vous, à la fois décideur économique et côté présidence de l'INEMA, la crise, évidemment, vous gérez ça à double niveau. Comment vous la voyez l'après-crise? Comment vous pensez à la fois en entrepreneur et en directeur, en président de l'INEMA, quel conseil on pourrait donner notamment à des jeunes ou à des moins jeunes pour essayer de rebondir à la sortie de cette crise? Alors, plusieurs choses. Parmi les métiers d'art, tout ce qui est domaine de... tout dépend des secteurs des métiers d'art, comment la crise est vécue, parce qu'on est encore... on est certainement en pleine crise sanitaire, mais on est encore en crise économique. Alors certains secteurs se portent plutôt mieux, tout ce qui est décoration, art de la table, etc. Par contre, vous avez d'autres secteurs des métiers d'art qui sont vraiment sinistrés. Après, il faut être positif. Au sein de l'INEMA, on a travaillé beaucoup sur des plans de relance. Donc on peut aller les voir, c'est détaillé sur le site, mais par exemple, on a travaillé avec Business France sur un plan de relance dédié aux entreprises du patrimoine vivant au métier d'art pour l'exporter. C'est-à-dire, je pense que ce qui manque le plus à ces métiers d'art et ces EPV, c'est les lieux, non pas d'exposition, mais les salons, se faire connaître, vendre. Il faut imaginer que depuis plus d'1 an, tout le monde est un petit peu cloîtré, isolé, puisque vous avez des métiers d'art partout dans le territoire, mais parfois ce sont des petites entreprises, même parfois ils sont seuls, donc leur moyen d'expression en dehors de la création ou de leur métier, c'est les expositions, ce sont les salons professionnels, c'est là où il y a des prises d'ordre, c'est là où on met la lumière sur eux. Donc on va essayer, à travers l'export, de les emmener à participer à des salons, à des missions, et notamment... j'en ai une en tête, c'est la fameuse Expo universelle, où on aura quelqu'un au sein de l'INEMA, un VIE, qui sera au service des métiers d'art et des EPV pour essayer de les mettre en lumière à Dubaï pendant la prochaine exposition universelle. Ça, c'est un des exemples. Mais l'autre exemple, c'est ce lien au quotidien. On essaye de maintenir un lien via les réseaux sociaux, nous avons 20 permanents à l'INEMA dont la mission est principalement de les accompagner. Alors après, je vais prendre mon côté positif. Le côté positif de cette... et là, je prends ma casquette d'entrepreneur. Je pense que la Covid est un facteur d'accélération
de tout ce qu'on ressentait un petit peu il y a déjà 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent cette nécessité de produire en France, cette nécessité de savoir où c'est fait, par qui c'est fait, comment c'est fait. Et pour moi, si on veut défendre l'intérêt économique à la fois des métiers d'art et des EPV, c'est de fabriquer, je prends un terme un peu vulgarisé, de vendre une différence. C'est pas de façon innocente, et c'est pas un hasard si 65% des métiers d'art et des EPV exportent. Exporter, c'est exporter une différence. Et si les Japonais, si les Américains viennent chercher des objets, des métiers, c'est qu'ils ne les trouvent pas ailleurs. Et j'ai le sentiment qu'avec la Covid, il y a eu une prise de conscience des Français eux-mêmes qui se disent, finalement, j'ai peut-être un métier d'art à côté de chez moi. Là, on a vu dans l'exposition, moi je pourrais meubler la moitié de ma maison. Enfin, il y a des trucs super modernes en plus. C'est pas, j'aime pas cette image. Les métiers d'art et les entreprises du patrimoine vivant ont une notoriété et ont un savoir-faire qui a été transmis. Mais c'est pas une image passéiste. C'est une image moderne. Quand on voit les jeunes talents que vous verrez pendant l'exposition, c'est fabuleux. Donc je pense qu'il faut considérer que la Covid est un facteur d'accélérateur. Il y a beaucoup de soutien. Alain Griset, le ministre des PME et PME, a mis plein de choses en place avec le gouvernement. Et il y a aussi beaucoup d'aides au niveau des régions qui viennent en complément. Et on pourra... les temps sont à la critique en ce moment. J'aimerais dire haut et fort que pour les entrepreneurs, pour les EPV et les métiers d'art, le gouvernement, les ministres et les régions ont été à la hauteur dans l'assistance. Pendant toute la période de Covid, on s'est réunis en région régulièrement par vidéoconférence pour se soutenir, aider les entrepreneurs à avoir les aides, etc. Voilà. Donc, il faut y aller. La plupart des acteurs économiques des métiers d'art ont accès à toutes les aides gouvernementales ou régionales. Il y a ce point de relais qui est extrêmement important. Il y a un point de relais. Alors, bien sûr, c'est par secteur d'activité, c'est par taille d'entreprise, mais c'est les aides à l'export. Tout cumulé. Encore une fois, il ne faut pas que les entrepreneurs et les métiers d'art, nous ne sommes pas des chasseurs de primes, c'est pas le but. Le but, c'est de déclencher, d'aider ceux qui ont subi la crise de plein fouet, parce que vous avez quand même beaucoup de métiers d'art où il n'y a plus de carnet de commandes, donc il faut vraiment les maintenir, les soutenir la tête hors de l'eau. Et puis il faut surtout, moi je préfère parler d'aide au plan de relance, parce que dans le mot relance, il y a un dynamisme. Oui. Et c'est ça qu'il faut motiver. Il y a une impulsion. Il y a une impulsion, une voilà. Envie voilà. Donc j'espère qu'on sera bientôt tous vaccinés. Alors évidemment, parmi les plans de relance, il y a les salons qui vont soit ouvrir, soit rouvrir, soit être programmés dans les mois qui viennent. Et justement, c'est une habile transition pour parler quelque part du salon qui est à la Galerie des Gobelins, cette exposition qui a été maintenue, qui a été souhaitée, maintenue aussi bien par l'INMA que le Mobilier National, dans le cadre justement d'une volonté de relancer les 40 artisans d'art qui sont présents. Et justement, on passe la parole à Henri Jobé-Duval. Henri Jobé-Duval, qui est alors évidemment commissaire de l'exposition, mais un acteur, je dirais, incontournable de l'art contemporain, puisque c'est le créateur de la FIAC, le créateur du Salon du Livre, le créateur du Saga, qui a été aussi commissionné il y a quelques années par Atelier d'Art de France pour lancer, créer Révélation. Et on a la chance, depuis sa deuxième édition, de l'avoir comme commissaire de l'exposition au Mobilier National. Je dirais avec subtilité, passer du macro au micro, de bel objet, je ne donnerai pas plus parce qu'il faudra le découvrir, mais des objets imposants et des objets beaucoup plus fins, beaucoup plus déterminés. Donc Henri, comment faire un état des lieux aujourd'hui entre création, art contemporain et métier d'art? Comment arriver à se frayer un chemin dans cette perspective?
C'est un sujet qui remonte à de nombreuses années, parce qu'effectivement, comme ça c'est bien, oui, qui remonte à de nombreuses années, parce qu'effectivement, il y a toujours une fracture entre le monde des métiers d'art, des artisans d'art et le monde de l'art. Mais il faut reconnaître que quand même, depuis aussi très longtemps, des artisans d'art qui ont su sublimer la matière à un niveau tel que ce qu'ils ont réalisé, pu transmettre, ont été reconnus comme des créations artistiques de très haut niveau. Donc après, c'est tout un travail qui est à faire de communication, d'information, de sensibilisation, de valorisation. Et je dirais que les salons ou les expositions sont des outils indispensables pour faire mieux connaître à un plus large public la valeur portée par les acteurs de ces métiers. La valeur, non pas seulement la valeur du geste, mais la valeur économique, la valeur sociale qu'il y a derrière ces métiers. Les régions, on en parlait, se sont construites à travers et se sont développées à travers les savoir-faire régionaux, locaux. Les savoir-faire, ce sont des identités de région. Elles se sont socialement et économiquement développées à travers les développements de ces savoir-faire. Et l'exposition de cette année est un peu le deuxième volet de ce que nous avions pu, avec l'INEMA et le Mobilier National, l'an dernier, présenter en disant métier d'art, signature des territoires. Bien. Aujourd'hui, on est dans la compréhension de tout ça à travers justement la transformation des matières et des matériaux. Et cette transformation, elle passe par la reconnaissance des savoirs acquis ancestraux, mais la capacité du monde moderne à s'adapter au savoir-faire, mais lié aux nouvelles technologies. Et si aujourd'hui, cette exposition peut, malgré la crise sanitaire, exister grâce aux réseaux sociaux, c'est un signal assez fort. Parce qu'il faut bien reconnaître que d'être obligé de se priver de ce type d'événement, parce qu'il n'est pas possible en présentiel d'aller à la rencontre des savoir-faire, des acteurs de ces savoir-faire. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent ces rencontres. Et moi, je voudrais que tu puisses laisser la parole aux acteurs, en effet, parce que derrière les objets qui sont exposés dans cette exposition des GEMA, il y a des personnalités importantes. Et si nous avons avec l'INEMA et Diana Angèle gérer ce commissariat sous cet angle-là, c'était bien pour montrer la diversité dans l'approche de la transformation de la matière. Et je pense que ces valeurs-là, ce sont des valeurs sociales et économiques fortes qu'il faut elles doivent être mieux comprises, mieux partagées. Alors justement, l'exposition, et on va revenir, on va rentrer dans le détail après avec deux exposants, deux artisans qui montrent des œuvres magnifiques. Comment présenter, quels sont les 3 points, les trois sections de cette exposition? Alors en fait, puisque on aurait pu imaginer beaucoup d'approches, parce que l'exposition se termine par matière à rêver. Mais en vérité, je crois que la matière, les matériaux, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, l'humain a su entretenir une relation privilégiée, intime, avec ces matières et ces matériaux pour les transformer. Donc la part de rêve, la part de l'imaginaire, la part de l'implication est un fil conducteur de toute l'exposition. Mais il fallait pouvoir aider le visiteur à se positionner dans la lecture de l'exposition. Donc il y a une partie matière, source et ressources qui exprime bien la notion des territoires, justement. Et puis il y a une partie plus actuelle qui est des matières hybridées, transformées. Les nouvelles générations sont très à l'écoute de la récupération, l'utilisation de matières qui jusqu'à présent n'ont peut-être pas été regardées d'assez près. Si je évoque par exemple l'algue, pour n'évoquer que l'algue, eh bien c'est une matière que de plus en plus on peut trouver aujourd'hui dans les métiers d'art. Et puis enfin, pour finir dans cette dimension plus mystique, artistique, c'est le rêve.
Le rêve, il doit habiter chaque visiteur, mais habiter aussi chaque acteur, chaque artisan, chaque futur artisan d'art. Et c'est finir l'exposition sur la notion de rêve était pour nous quelque chose d'essentiel. Et justement, en tant qu'acteur de l'art contemporain, ce passage d'un art matérialisé par l'idée à un art matérialisé par la matière, que représente ce parcours? Est-ce que c'est renoué avec quelque chose? Les artistes ont tendance à considérer que l'artisan sait ce qu'il va faire, l'artiste ne sait pas où il va aboutir. Mais je dirais que c'est un mix des deux. Et il est vrai qu'une œuvre matérielle peut être élevée, considérée comme une œuvre d'art à partir du moment où elle atteint un tel niveau de dématérialisation qu'elle devient une œuvre d'art. Et ça, chaque visiteur le perçoit. C'est-à-dire qu'il y a dans la matérialité de l'objet cette dimension spirituelle qui fait qu'elle atteint un autre niveau. Mais c'est vrai dans des quantités de domaines. Dans le sport, si un Zidane est ce qu'il est devenu, c'est qu'il a été capable de transformer son geste à quelque chose de sublime. Le geste a été totalement oublié, transformé et adapté à la situation. Ce qui fait que les gens ont pris conscience que ce geste était un geste qui dépassait la matérialité du geste. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche. C'est pas seulement, on peut rester artisan, tout simplement artisan, et c'est pas déshonorant. Mais si vous voulez faire un travail plus en profondeur, de recherche, vous pouvez atteindre des niveaux de transformation de la matière qui l'élève à ce degré d'œuvre d'art. Justement, on va maintenant rentrer dans la question de la transformation de la matière. Je trouve, vous me faites des transitions qui sont superbes, merci beaucoup, on va continuer comme ça. Donc justement, les transformateurs de la matière, nous en avons deux. D'abord, on va commencer par Pierre Cortet, qui est bottier, qui commence à avoir un nom dans ce métier, et surtout à commencer sa carrière chez Jeune Loeb, et puis à continuer chez Berluti, et maintenant travaille à son propre compte. Donc pour vous, qu'est-ce que peut-être présenter un petit peu dans un premier temps votre activité, qu'est-ce que vous faites comme production? Donc moi je suis bottier, comme vous venez de le dire. Alors je voulais aussi remercier Henri de nous avoir sélectionnés, parce que c'est quand même, on est au milieu d'une très très belle sélection d'artistes, artisans. Moi j'ai monté mon atelier il y a une trentaine d'années à Paris, après Berluti. Donc c'est un métier, le métier de bottier, c'est un métier archaïque, très ancien en fait. Donc on le fait toujours de la même façon, en faisant des souliers à la main, sur mesure, pour des clients fortunés ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des gens qui sont extrêmement sensibles à cet objet-là. Donc c'est un métier où on a effectivement, comme le décrivait Henri très justement d'ailleurs, un besoin d'une absolue perfection du geste, parce que c'est un métier qui est très long à apprendre, qui est très difficile. On pratique ce métier comme on le pratiquait il y a 2 siècles. Ça n'a pas changé. Les gestes sont les mêmes, les façons même je dirais dans les matériaux, on est encore en train d'utiliser des outils, des matériaux qui n'ont pas changé. On travaille toujours avec du lin, avec de la poix, avec des matériaux très très anciens. Et en même temps, ça nous demande aussi, aujourd'hui dans le métier qu'on fait, qui est quand même une toute petite niche quand même. Et on est obligé de le faire avec non seulement une technique parfaite, mais un surcroît aussi de relationnel humain qu'on doit privilégier dans notre métier, qui est d'une certaine façon, je dirais, tu parlais tout à l'heure de la relation entre le mot artiste, artisan, etc. Et nous, pour nous, ce qui va devenir un peu artistique, c'est aussi la façon de le faire. C'est pas simplement le geste technique, mais c'est aussi la façon d'appréhender la personne qui va venir vers nous, payer un prix quand même extrêmement élevé pour une paire de chaussures. Hein. Et ce qui est très important, c'est de lui donner aussi un rêve, c'est un mot je trouve qui est un peu galvaudé, mais en tout cas une expérience qu'il va avoir dans sa relation avec l'artisan, qui est une histoire qui va le marquer, qui va lui donner un plaisir qu'on ne peut pas trouver
par ailleurs et d'une autre façon, en fait. Et ça, c'est très, très intéressant. Est-ce que justement vous racontez l'histoire de votre matériau? C'est essentiellement du cuir, j'imagine, et peut-être pas uniquement. Mais non, parce qu'en fait, quand quelqu'un vient dans notre atelier, on va pas lui dire que c'est du beau cuir et que c'est bien cousu, que c'est bien fait, parce que c'est un prérequis. Je veux dire, sinon il viendrait pas chez nous. Donc c'est, je veux dire, on serait un petit peu dans la paraphrase. Ça n'aurait aucun sens. Donc nous, ce qu'on va travailler avec lui, c'est qu'est-ce qu'il dégage, comment physiquement est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il porte comme vêtements, et puis après c'est des discussions qui peuvent digresser sur effectivement très souvent l'art contemporain, ça peut être la littérature, enfin. C'est très intime comme relation, hein. La relation qu'on va créer avec notre client, c'est très très intime. Le soulier étant un des vêtements les plus intimes qui soient, hein, puisque vous ne pouvez pas marcher pieds nus dans la rue, enfin autrefois mais plus maintenant peut-être. Et puis on peut très vite avoir mal aux pieds. Et puis on peut très vite avoir mal aux pieds, donc c'est un vêtement qui est au contact de façon très très proche. Et l'explication justement du matériau, la différence entre, j'y connais rien, hein, donc excusez-moi, mais entre le daim, entre la vachette, entre le... Oui, alors est-ce que ça rentre pas dans une manière d'expliquer Non, enfin très sincèrement, si on a des questions après techniques sur tel ou tel matériau, entre du chevreau, du veau, du daim, effectivement, on va rentrer dans cette question-là, mais je pense, enfin c'est pas la première question. Que les clients viennent. Micro. Richelieu, là, on a les Richelieu que tu connais. Ah oui. Bon, cette série de chaussures qui sont en crocodile, la couleur des chaussures, enfin du cuir, la patine, mais également l'organisation des écailles. Des écailles sur la chaussure, très important. Ouais. Et ça fait toute l'esthétique de la chaussure. Et tout à coup, elle devient un autre objet par sa composition. Et la composition, c'est à la fois le savoir-faire que tu évoques, mais ensuite la sélection des peaux de crocodile pour que les écailles se trouvent à certains endroits précis qui va faire toute l'élégance et la magie de l'objet. Oui, là, en l'occurrence, pour cette pièce que décrit Henri, qui est donc du crocodile, le crocodile, ça a cette dimension extrêmement graphique, puisque c'est les écailles, donc c'est comme un dessin, finalement, naturel sur la peau. Ajouté au fait que cette sélection de chaussures qu'on a appelée le cauchemar du dandy, c'est importable, hein, évidemment. Donc c'est vraiment une façon de pouvoir s'amuser, sortir un petit peu de la contrainte. En tous les cas, c'est très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé la paire de souliers inspiration Dali. Ah oui, alors ça, c'est encore aussi un exercice. C'est magnifique. Ce sont des chaussures molles. Chaussures molles, mais entièrement faites en cuir, et surtout elles ont été réalisées comme une vraie chaussure, c'est-à-dire qu'elles sont cousues, il y a une première couture très pointe, une couture semelle, un montage de talons, mais dans une approche complètement différente. Sculpturale. Voilà, sculpturale, oui, tout à fait. Et donc justement, on évoquait très rapidement, vous présentez une série de chaussures, mais j'avais une question à propos du titre de maître d'art. Vous êtes maître d'art, qu'est-ce que vous a apporté ce dispositif et à qui, alors je ne sais pas si c'est vous qui pouvez répondre, mais plutôt un Luc, qui peut se présenter à ce titre de maître d'art et surtout qu'est-ce que ça vous apporte? Pour moi, ça a été d'abord une satisfaction personnelle, parce que c'est quand même toujours agréable, il ne faut pas bouder son plaisir. Ce qui m'a plu aussi dans le fait d'avoir cette reconnaissance et d'y participer aussi, c'était qu'on forme un élève. Donc, tout à fait entre nous, on n'est pas très nombreux ici, mais quand même, moi je forme des apprentis depuis 25 ans. Mais le fait de pouvoir aussi continuer à travers une autre expérience de former un jeune garçon, ça pour moi c'est exceptionnel. Oui. C'est surtout ça qui est important. On parlait de la transmission tout à l'heure. Aujourd'hui, les métiers d'art ne sont survivants que grâce à la transmission très souvent orale, de bouche d'artisan à oreille d'apprenti. Et c'est ça qui fait que ça survit, parce que sinon... on disait, je ne sais plus quel proverbe disait, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que si ce n'est pas transmis,
ça meurt, Tout à fait. c'est capital. Et alors, je ne sais pas si vous avez pu regarder l'exposition dans le détail. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement... Alors, malheureusement, je la verrai jeudi matin. Bon, voilà, oui, donc, je ne peux pas faire de grands commentaires. Mais Alors, pour reprendre, ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est qu'il y a à la fois les métiers d'art, mais il y a les maîtres d'art. Et il y a les entreprises du patrimoine vivant. On y viendra tout à l'heure. Cette excellence. Et l'INMA anime ce dispositif maître d'art et apprenti, élève dans l'excellence. C'est combien d'années vous formez l'apprenti? Ça dure sur un process de 4 ans? Non, 2 ans. 2 ans, voilà, 2 ans, mais c'est se transmettre cette notion de transmission de l'excellence. Voilà. Et ça donne aussi une modernité, parce que on le voit très bien dans l'expo. Souvent on dit les métiers d'art, les EPV, oh là là, c'est l'antiquité, c'est les reliques. Non, c'est la modernité dans cette transmission. Voilà. Alors justement, on parlait tout à l'heure du futur. Est-ce que la question de l'export, ou du moins l'import d'une clientèle importante en France, est-ce que c'est vos perspectives, c'est vos choix, comment se passe justement ce développement à l'international? Nous, on a enfin de la chance, non, parce qu'on a travaillé pour ça, mais on a déjà depuis quand même un certain nombre d'années la possibilité, l'opportunité de pouvoir exporter nos souliers, nos fabrications. D'abord parce qu'on a depuis un certain temps déjà, depuis 2003, une présence au Japon assez importante. Et puis qu'on a continué à développer sur l'Asie principalement, parce que c'est vrai que c'est quand même un énorme moteur de croissance pour nos métiers de la mode, enfin mode, artisanat et vêtements. Donc de ce côté-là, on a quand même développé une grosse clientèle à l'international. Et d'ailleurs, je dirais que c'est plus de la moitié aujourd'hui pour nous. Et vous êtes présent dans des salons? Non, les salons pour nous ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une raison relativement, enfin qui pour nous est très simple mais qui n'est pas évidente, c'est que on fait que des souliers pour hommes. Donc on est vraiment très spécialisé dans cette partie. Et dans un salon, un homme ne va jamais s'arrêter pour acheter des chaussures à un grand montant d'euros. Jamais, jamais. D'ailleurs, je me suis souvent fait cette remarque, les magasins de chaussures qui fonctionnent bien, c'est les petits magasins, c'est pas les grands. Parce que il y a toujours un besoin d'une forme d'intimité, de protection. Des nudements, on enlève sa chaussure. Quand on enlève ses souliers et qu'on est dans un magasin en chaussettes, on n'est pas tout nu. Mais enfin, on n'est pas en bonne position quand même, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont besoin, et alors évidemment, plus l'objet est précieux, plus ce besoin d'intimité augmente. Nous, on a un atelier à Paris, j'ai un magasin atelier qui est quand même très très particulier, on ne rentre pas par la rue, on rentre par une porte cochère, c'est comme un appartement, et ça c'est un peu magique comme expérience, parce qu'on n'est pas du tout confronté au passage de gens de curieux qui rentrent, qui sortent, etc. Et les salons, moi j'en ai fait quelques-uns, je vous coupe, excusez-moi, j'en ai fait quelques-uns, ça n'a jamais marché. Et justement, vous avez pensé votre boutique, c'est une boutique atelier ou c'est... Comment tu décrirais ça, Henri? Non, oui, enfin c'est... Je sais pas, c'est pas vraiment une boutique. Non, c'est comme un appartement. C'est un salon. C'est un salon, voilà. Ouais, c'est un salon atelier. Et les gens peuvent voir le lieu de fabrication. Ah oui, il y a une grande porosité que moi j'entretiens, enfin que j'entretiens, qui est naturelle, mais qui effectivement participe aussi beaucoup de cet étonnement comme ça. L'expérientiel, il est aussi bien sur son pied que voir comment... Mais bien entendu, parce qu'ils peuvent voir les artisans travailler, les coloristes préparer la patine de leurs chaussures, donc c'est très... Et aujourd'hui, pour se distinguer avec une chaussure, c'est pas que de la couleur, j'imagine, c'est la forme, c'est l'ensemble. C'est comme une voiture. D'ailleurs, c'est notre véhicule. Oui. Petit véhicule. Donc, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'un soulier, ça doit être absolument parfait sur 360 degrés. Mais en termes de forme, de proportion, de couleur, de ligne, d'épaisseur de la semelle, de la hauteur du talon, tout l'ensemble doit être absolument parfait. C'est pour ça qu'il faut le penser de façon complètement globale.
Et c'est ça qui est long à apprendre en fait. Mais parfait en termes d'usage, c'est-à-dire deux. voilà, c'est la forme et l'usage. Parce que j'imagine que chaque pied pour vous... D'abord le confort, et autour du confort, on va trouver effectivement la clé parfaite pour arriver à en faire quelque chose qui ne vous rendra pas ridicule, surtout. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, on peut continuer avec Florie Brisset, qui est la Benjamine, si je veux dire, du groupe. En tout cas, merci d'être avec nous. Donc Florie Brisset qui travaille sur l'hybridation, sur un travail à la fois textile mais organique, qui a fait sa formation à l'école du Perret et qui a créé surtout son atelier en 2011. Donc là aussi, peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous présentez dans le cadre de la Galerie des Gobelins dans le cadre des GEMA? Merci Marc, et puis surtout merci à vous tous d'être présents ce soir, et puis merci Henri et à l'INMA également de m'avoir proposé de créer une œuvre pour l'exposition. Et bien, dans le cadre de l'exposition, nous proposons une œuvre sculpturale qui prend la forme d'un tableau qui s'appelle Anima, qui traite du principe moteur vital d'Aristote, et qui en fait est une œuvre réactive, c'est-à-dire que, alors à l'origine, la pulsation cardiaque du regardeur, pour les raisons qu'on imagine aisément actuellement, le mouvement, donc l'animation du regardeur, en fait, donne vie, et donne vie poétiquement, c'est-à-dire en termes de rythme, à la matière et à la sculpture. C'est-à-dire que c'est une onde qui se déploie dans ce tableau et qui, j'espère, fait sens pour les regards. C'est assez impressionnant parce que quand on la voit à 1 ou 2 mètres, on voit quelque chose de complètement fixe, et puis on s'approche, et puis tout d'un coup ça commence à bouger, alors on se dit c'est moi qui vais pas bien, puis non, on comprend que, parce qu'au début on n'a pas du tout l'idée que ça peut être une œuvre dans le mouvement. Mais d'une manière générale, peut-être, vous travaillez sur l'hybridation, vous travaillez sur l'hybridation des sensations, l'hybridation des matières. Qu'est votre atelier, que fabrique-t-il, que fait-il exactement ? Alors, au sein du studio, nous créons des œuvres ornementales, c'est-à-dire que nous sommes à la fois un laboratoire de recherche et de développement lié principalement aux matériaux et à une forme d'expérimentation, à la fois un studio de création et à la fois un atelier de fabrication qui travaille totalement en synergie, justement, pour, à notre sens, penser les savoir-faire et, je l'espère, penser les savoir-faire de demain, surtout. Parce que si l'on sait que l'homme brode depuis quasiment 2000 ans, en tout cas les premières traces que l'on a trouvées de la broderie ou des compositions textiles à un moment donné remontent de cette époque. Actuellement, on travaille les métiers d'art et la plumasserie, la dorure, la fleuristerie ou la maille ou le tissage d'une certaine manière. Et notre envie, c'est surtout de se dire comment, par l'évolution de la technique, l'évolution des matériaux et notre regard créatif et de créateur, on peut faire évoluer les choses et les amener en fait avec nous dans le champ de la création contemporaine, et surtout comment est-ce qu'actuellement on trouve des voies économiques pour maintenir sur notre territoire des savoir-faire qui, alors Luc en parlait récemment, font sens pour la plupart des gens, mais qui disparaissent, qui malheureusement sont aussi très fortement délocalisés en ce moment, et notamment la situation actuelle a porté un grand nombre de délocalisations en Asie l'année dernière, à peu près à la même époque, portées par des grandes maisons de luxe. Et donc c'est de notre côté, comment est-ce qu'à un moment donné on trouve des solutions par l'innovation et par la recherche et le développement pour permettre l'emploi et tout simplement la pérennité en fait de nos métiers. Alors justement, j'avais 2 questions qui sont à la fois éloignées mais qui sont jointes. C'est d'un côté, quels sont les clients ? Et du coup, quels sont les matériaux travaillés et quelles sont les perspectives de ces nouveaux matériaux? Alors pour moi, les 2 questions sont jointes en fait. Je
comprends tout à fait. Alors, nos clients sont principalement les maisons de luxe, à la fois pour le secteur de la mode, de l'espace ou de l'objet. Puisque, comme pouvait le dire Pierre, à un moment donné, le travail, la recherche et le travail de la main a un coût. Donc, nous travaillons principalement en B2B pour le secteur du luxe, ou avec des designers, ou avec des créateurs indépendants, aussi des jeunes créateurs, parce qu'à un moment donné, je pense que ça fait partie aussi de notre rôle en tant qu'entreprise ou société, de donner un petit coup de pouce, parce que travailler avec des grandes maisons de luxe, effectivement, c'est satisfaisant, mais comment de jeunes créateurs qui se lancent à un moment donné peuvent avoir accès aussi à cette haute façon, d'une certaine manière. Et ce sont souvent d'ailleurs des personnalités qui ont une envie et une lecture un peu plus contemporaine des savoir-faire et des savoir-faire traditionnels pour nous permettre à un moment donné de leur proposer des solutions qui vont être soit innovantes, soit assez pointues en termes de design. Et le travail de la matière, eh bien, justement, nous sourçons ou nous convoquons des matières qui ne sont pas traditionnelles des métiers d'art. Quand on pense à la broderie, on va penser aux perles, la paillette, ce genre au fil. Quand on pense à la plumasserie, on va penser en général qu'à la plume, mais nous, on cherche à un moment donné à hybrider. Alors, à hybrider les savoir-faire avec justement les technologies ou les matériaux innovants, mais aussi des matières traditionnelles avec des matières qui ne le sont pas. Vous avez des exemples? Oui, tout à fait. J'avais prévu une petite présentation, mais je trouve que le va-et-vient fonctionne très bien. Et là, par exemple, sur l'image que vous avez à droite, justement, on est sur une proposition qui est le fruit d'un certain nombre de mois de recherche au laboratoire qui nous a permis de développer un procédé qui s'appelle Textile Memory et qui nous permet ici d'obtenir en fait une mue de broderie. Et cette matière-ci, c'est un TPU. C'est une feuille de polyuréthane souple. On va travailler aussi des silicones, du néoprène. Donc, le silicone et le néoprène sont deux matières qui sont convoquées dans le tableau Anima qui est exposé à la galerie. On va travailler des matériaux composites, on va travailler les résines, énormément de choses, mais de manière tout à fait connexe. J'écris en même temps une petite idée. Et justement, vous évoquiez la question du laboratoire. Comment se structure un laboratoire dans un atelier? Donc là aussi, je vous poserai à tous les deux la question combien d'employés vous avez pour voir la taille de vos ateliers. Mais du coup, comment on anime un labo? La recherche et développement, c'est essentiel. On disait tout à l'heure que l'innovation, il n'y a que ça pour l'avenir. Les métiers d'art ne pourront vraiment rebondir que s'il y a une grande forme d'innovation, en tout cas pour une grande partie. Et donc justement, c'est pour ça que votre exemple est très intéressant. Comment monter, j'imagine une PME peut-être, créer un laboratoire à l'intérieur d'une structure? C'est une très bonne question. Eh bien, en fait, pour reprendre la genèse des choses, il y a 10 ans, quand j'ai fondé le studio, je n'étais pas encore diplômée, c'était 2 ans avant la fin de mes études, mais malgré tout, je savais que je ne pourrais pas faire le métier que je voulais de la manière dont je le voulais en intégrant un atelier traditionnel des métiers d'art avec une segmentation du travail, du dessinateur, de l'échantillonneur, de l'ouvrier de fabrication. Et donc, je devais constituer une entité externe. Avec aussi justement ce travail de R&D et de création, parce que pour moi, la technique est au service de l'esthétique et au service de la forme et pas l'inverse. Et donc, créer ce laboratoire s'est fait aussi en constituant à un moment donné une équipe avec des talents qui sont multiples, de designers, d'ingénieurs, d'artisans d'art, de créateurs, et c'est dans justement l'articulation de ces différentes compétences, de ces différentes visions aussi qu'on a permis à l'intérieur de l'équipe d'ouvrir les esprits et de constituer physiquement un lieu qui fasse laboratoire, c'est-à-dire sans poussière, avec le parc de machines, etc. Et je pense que c'est à un moment donné justement l'articulation des différentes personnalités, d'une envie à un moment donné de
concevoir ou de créer quelque chose, mais sans avoir exactement la compréhension de tous les ressorts techniques ou technologiques. Et c'est l'échange et l'apprentissage en fait continu qui nous a permis de déployer ça avec toute l'équipe. Je suis un peu insistant parce que je pense que ça peut être un très bon exemple pour notamment des jeunes créateurs qui veulent se projeter dans un avenir de création. Est-ce que ces expérimentations, elles se font sur une demande venant de l'extérieur, ou alors c'est, en mauvais français, un brainstorming, donc une tempête de cervelle entre vous en disant voilà, on veut aller vers cette direction. Comment l'impulsion d'un laboratoire de recherche est donné? Est-ce que c'est de l'externe ou de l'interne, ou les deux? C'est les deux. Je pense qu'à un moment donné, c'est vivre en permanence toutes écoutilles ouvertes, capter ce qui vient. Et c'est aussi parfois la demande d'un client un peu fou qui vient avec juste une envie, mais aucune idée de comment est-ce qu'on va pouvoir donner corps à l'œuvre. Justement, et ancrer les choses dans le réel, parce qu'à un moment donné, et je pense que c'est aussi une des problématiques qui se pensent actuellement dans les formations de design ou de métier d'art, c'est que dessiner, concevoir sur le papier est une chose, donner vie dans la réalité et donner corps à une œuvre, c'est autre chose. Et je pense que c'est aussi pour ça, et je fais un petit clin d'œil aux étudiants des métiers d'art qui, il y a quelque temps, étaient dans la rue pour se battre pour leur formation. C'est tout le nœud, à un moment donné, de ce souci. Et c'est pour nous une recherche, en fait, au courant de l'année qui nous permet de développer justement des procédés, d'acquérir aussi du matériel, des machines, de les connaître et de les transformer. C'est-à-dire que mon collègue qui est ingénieur nous fabrique des machines, parce qu'à un moment donné, de manière conventionnelle, les machines industrielles ne nous servent pas. Et donc, c'est au fil du temps que les choses se construisent. Et donc, vous établissez, je dis une bêtise, par mois, il y a tant d'heures dédiées à recherche et développement, ou... non, ça se passe. On n'est pas si bien organisé que ça. D'abord, on répond aux clients et après, quand il nous reste du temps, effectivement, on cherche de manière plus fondamentale. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est quelque chose. Il y a une veille qui se fait au fil du temps et parfois, en fait, on accorde plutôt des mois de recherche complets. Je pense par exemple à un projet que vous voyez ici au milieu, une veste que l'on a développée, alors là pour la mode, pas le seul champ d'action que l'on développe, mais pour la maison Balenciaga, et où là on a travaillé sur plusieurs mois de recherche et développement pour à un moment donné plier la matière à notre savoir-faire et permettre aux couturiers ou aux monteurs de pouvoir assembler une matière qui de base ne se coupe pas comme un vêtement et de créer une silhouette qui va être totalement sculpturale. Et là, pareil, on a fabriqué une chambre à vide. Enfin bon, je vous laisse imaginer tout le process que ça peut demander. Alors j'ai une question pour tous les deux, vous répondrez chacun. Quel est l'apport positif de la crise sanitaire? On ne va pas parler de l'apport négatif, parce que je crois qu'on en a tous de temps, parce qu'il y a toujours du positif dans les crises, quoi j'espère en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interrogé sur votre manière de votre process, vos recherches? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous pouvez dire ça m'a apporté quelque chose? L'un ou l'autre répond. Oui, moi je peux dire que ce que ça m'a apporté, c'est du temps de réflexion. Ça c'est certain. Et puis le fait un petit peu à un moment donné de s'extraire d'un rythme, d'une spirale infernale, d'un rythme toujours plus... Alors bon, on a pour ma part quand même un peu de chance par rapport à ce rythme infernal de la plupart de nos concitoyens, mais quand même on a tout le temps, on est tout le temps sollicité, et le fait d'un seul coup d'arrêter comme ça brutalement, moi ça m'a permis de réfléchir en tout cas, beaucoup plus en tout cas, de dessiner, de penser à d'autres projets, ça a été plutôt positif. Mais par ailleurs, l'atelier sur mesure de la rue Volney à Paris a été impacté, mais pas tant que ça finalement. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de clients quand même qui avaient déjà leur forme et leur patronage à l'atelier et qui ont continué à commander. En fait, parce qu'ils avaient besoin de se rattacher à quelque chose. De se rattacher à quelque chose, et puis voilà. Donc ça a été
plutôt ce côté-là qui a été positif. Et vous, Fleury ? Écoutez, par rapport à Pierre, nous on a été un petit peu plus fortement impactés au sens économique du terme. On a perdu près de 90% de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Donc effectivement, ça nous a apporté du temps. Et je pense que le temps, on l'a mis à profit pour affirmer les engagements qu'on avait pris, que nous prenions, qui pour nous étaient de l'ordre du bon sens, c'est-à-dire de privilégier l'humain, de s'engager dans la formation, de tenir dans le réel le discours que nous avions. Et donc ça, on l'a formalisé. On a repensé effectivement la stratégie, j'ai envie de dire, de marque, parce qu'à un moment donné, une société se fait connaître aussi en tant que marque, puisque sinon nous existons dans l'ombre des maisons avec lesquelles nous travaillons. D'affirmer justement les valeurs des entreprises du patrimoine vivant. Justement, je voulais poser la question, l'entreprise du patrimoine vivant, quelle est c'est une forme de marque? Qu'est-ce que ça apporte dans la croissance et dans le développement de l'entreprise? Alors, écoutez, nous avons reçu la labellisation entreprise du patrimoine vivant pour fêter mes 30 ans. Je tiens à dire que l'équipe... Il n'y a pas longtemps? Pas très longtemps. L'équipe a aussi moins de 30 ans et donc nous, on l'a pris comme une belle reconnaissance à un moment donné de notre investissement et de l'excellence aussi du savoir-faire, mais aussi des savoirs-penser. Parce qu'effectivement, le savoir-faire est long à acquérir. Le savoir-penser peut permettre parfois de faire des petites impasses et d'être pertinent sur certains projets. Et si on pense souvent aux entreprises du patrimoine vivant qui ont des décennies et des décennies de bagages, je pense qu'à un moment donné, pour nous, ça a été une forme de légitimité, presque d'imposture, j'ai envie de dire, de ma part, et je ne parle que pour moi-même à un moment donné, mais en tout cas pour toute l'équipe, ça a été extrêmement important. Ça a fait corps aussi de se dire que, effectivement, c'était une reconnaissance. Et puis je pense aussi que, ne serait-ce que pour l'ancrage territorial et la viabilité des entreprises dans nos territoires, c'est aussi extrêmement important parce que ce label marque ça. Pour obtenir le label, on passe aussi une sorte de petit audit, c'est-à-dire que les entreprises sont structurées, qu'il y a une compétence d'encadrement, qu'elles respectent le droit du travail, des choses qui vous paraissent basiques, mais qui pour certains secteurs ne le sont pas tant que ça. Et je pense qu'à un moment donné, ça a été la validation de tout cet engagement et de ce temps investi. Et puis en 2019, nous avons aussi rejoint le Global Compact des Nations Unies pour parfaire nos engagements. Et bon, je vous laisserai, parce que je ne vais pas trop détailler, mais voir un petit peu de quoi il ressort, mais ce sont des engagements forts, notamment en matière de durabilité, de droits sociaux, environnementaux. Et est-ce qu'on peut justement dire que ces deux formes de reconnaissance, maître d'art ou EPV, vous peuvent, alors ça n'assure pas de tout, mais ça permet quand même de penser l'avenir un peu plus, je dirais pas sereinement, mais se dire, voilà, c'est la forme de labellisation permet de se dire que l'avenir peut nous attirer de la clientèle, une reconnaissance. Est-ce que ça permet d'ouvrir des portes de l'avenir? Oui, probablement. Moi, je m'en rends pas bien. On se rend pas bien compte comme ça, parce qu'on est. Nous, on a une différence avec certaines entreprises comme la tienne, par exemple, qui n'ont pas forcément une boutique, un pignon sur rue, etc. Donc, nous, on a une visibilité assez immédiate finalement. Donc, le fait d'avoir le label, je ne sais pas si ça nous aide ou pas en fait. Je ne m'en rends pas bien compte. Je dois dire que c'est pas... Ça reste des marqueurs quand même assez forts. Oui, dans la profession, c'est des marqueurs. Pour moi, d'abord, le label EPV est un label d'État. C'est très important. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est le plus beau label qui peut exister. J'adore ces deux mots, ces trois initiales. EPV, E pour entreprise, parce que vous êtes des entrepreneurs. Patrimoine, parce que vous détenez un savoir-faire exemplaire, rare et vivant. Et on a un très bel exemple ici, vous êtes tourné vers l'avenir. C'est pas une relique, c'est pas un trophée qu'on met sur la cheminée, c'est une reconnaissance d'État. J'aimerais rappeler quelques chiffres qui sont importants. Et je le disais en introduction, les métiers d'art, c'est 60 000 métiers avec les entreprises du patrimoine vivant. C'est 19 milliards de chiffre d'affaires. Et le plus important là-dedans, c'est que 75% des métiers d'art
sont des entreprises, des micro-entreprises de moins de 10 salariés, parfois un salarié. Et au fait, ce que vous avez besoin, et ce label ou ce titre, c'est de reconnaissance. Et on démarre, on est encore dans le début de 2021, et le rôle de l'UNMA, c'est les 3 V, vous faire gagner en visibilité. Essayez de vous valoriser au maximum pour finalement, c'est un mot commun, mais pour mieux vendre. Et les métiers d'art et les entreprises du patrimoine vivant sont liés à l'économie. Voilà. Pas d'économie, pas de création, pas d'entreprise. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous encourage, vous verrez, ça vous aide. Alors, ce que vous venez de dire, c'est renouer avec une autre forme de patrimoine, c'est un patrimoine culturel. On a séquencé au milieu du 19e siècle, et surtout après 1945, un art, je caricature, un art conceptuel qui pourrait ne pas se vendre, et d'un art, un artisanat qui se vend, mais qui, entre guillemets, n'aurait pas de valeur artistique. Et là, justement, ce qu'on constate depuis 10 ans, c'est la réunion de ces valeurs culturelles et économiques. C'est une vraie révolution, on ne s'en rend pas toujours compte, notamment les jeunes, quand ils viennent me dire, ils viennent se plaindre, je leur dis, mais attendez, il y a 10 ans, c'était quand même bien pire. Et justement, cette croissance, dans tous les sens du terme, économique et philosophique, parce que c'est ça aussi, et artistique, on peut se réunir aujourd'hui. Et je pense que, justement, l'avenir de l'INMA Patrimoine Vivant, c'est d'aller dans cette orientation de réunir culture et économie. Et au sens presque philosophique, il ne faut pas voir les choses de façon étroite. Voilà. Alors je ne sais pas si, Henri, tu avais quelque chose à rajouter. Non, je trouve ce que tu viens de dire est tout à fait juste. En effet, il faut dire que je crois qu'on on était rentré dans un cycle de la surconsommation et on avait perdu complètement les valeurs de tout ça, la dimension humaine et la capacité justement de ces dimensions humaines à se remettre en question et à s'adapter au monde dans lequel nous vivons en portant des valeurs. Et je trouve que ces valeurs-là, aujourd'hui, la société reprend conscience qu'elles sont essentielles pour notre avenir, l'avenir de nos enfants, etc. Et lorsque Florie, brodeuse, fait de la broderie, elle inscrit la broderie dans la modernité. Elle ne crée pas la révolution, mais l'évolution qu'elle est capable d'introduire dans la notion de broderie fait que la broderie continuera à perdurer parce qu'elle sait l'adapter, elle crée les outils nécessaires, elle sait l'adapter au monde qui est en train d'évoluer, de se transformer. Et c'est ça qui est vraiment important dans ces métiers. C'est montrer qu'effectivement, tout en s'appuyant sur des bases de savoir-faire ancestraux, on est capable de remettre en question les savoirs pour s'adapter au monde d'aujourd'hui et correspondre aux attentes. Mais en même temps, les attentes, il faut les former quelque part. Les publics, c'est pour ça que c'est très important, tous les événements qui se développent maintenant autour de ces métiers, c'est pouvoir mettre la lumière sur tout ça, de manière à ce que, pas seulement il y ait des pratiquants qui gagnent leur vie avec ça, et convenablement leur vie, mais ils posséderont une valeur intérieure, personnelle, qui a un peu disparu. Et puis, les clients, entre guillemets, ceux qui vont aller vers ces objets, il faut aussi qu'ils aient la culture de ces objets. Et quand tu donnes la dimension culturelle, effectivement, la dimension culturelle est double. Elle est pour ceux qui font et ceux qui reçoivent. Et c'est ce dialogue-là qui est intéressant et que l'on espère, par nos initiatives diverses, partager avec le plus grand nombre. Et la société est prête pour tout ça aujourd'hui. Oui, parce qu'une nouvelle catégorie émerge, là on fait un peu presque de la philosophie, c'est la catégorie de l'utile, qu'on a abandonné ou qu'on a laissé un petit peu péricliter au 19e, 20e siècle, notamment sous la révolution industrielle où c'était une utilité immédiate. Là, on reconsidère la notion d'utile dans le long terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette utilité dans les matériaux, dans le respect de l'environnement, permet de réinterroger de façon plus pérenne la notion de production. Tous ces mots que j'utilise qui sont très connotés, en fait, très connotés économiques, mais en fait, ils irriguent maintenant le champ de la production
artistique, artisanale, et c'est pour ça que toutes ces catégories-là sont particulièrement vivaces et intéressantes, parce qu'elles reviennent sous une pression, certes, mais une pression que j'estime positive, qui permet de reconsidérer tous ces éléments-là. Alors je ne sais pas si vous aviez encore des choses à préciser, à avancer. En tout cas, merci. On espère vraiment de pouvoir ouvrir la Galerie des Gobelins, peut-être début mai, on va voir un petit peu. Peut-être un mot à rajouter? Non, j'invite, je remercie tout le monde de ces échanges et d'avoir des exemples très concrets. Hein. Merci à vous deux et puis à notre commissaire qui a vraiment réalisé une super exposition. Et j'invite tout le monde à aller consulter sur Internet le programme. Vous tapez IGEMA et il y a tout le programme de toutes les GEMA qui malheureusement seront en virtuel, mais ce qui permet aussi un plus grand accès, hein, oui, parce que cette exposition est quand même parisienne, donc parfois on n'a pas l'opportunité de venir. Là, on peut la voir sur Internet, comme on dit, sur les réseaux. Dans les jours qui viennent, il y aura toute une programmation, et en fait, cette rencontre des Gobelins lance un petit peu la semaine des rendez-vous numériques, virtuels et espérons pas viral. Merci, bonne soirée à tous, et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.